Nous allons apprendre, dans ce chapitre, à établir pour un atome ou un ion atomique donné sa configuration électronique, c'est-à-dire apprendre à répartir les électrons de l'entité considérée dans les différentes sous-couches, donc dans les différents niveaux d'énergie, ainsi qu'à préciser les orbitales atomiques par lesquelles ces électrons sont décrits. Ceci sera fondamental en vue d'expliquer la réactivité des différents atomes et leur capacité à se lier avec d'autres atomes pour former des molécules. Après avoir clairement défini ce qu'est une configuration électronique d'un atome, on s'intéressera aux règles, dites de remplissage, permettant de l'établir. Et on s'intéressera également aux limites de ces règles. Vous serez alors à ce stade en mesure d'établir une configuration électronique d'un atome avec la seule donnée du numéro atomique de l'élément. À partir de la configuration, on différenciera électrons de cœur et électrons de valence, les électrons de valence étant à la base de la réactivité des entités. En dernier lieu, on verra comment obtenir, à partir de configurations électroniques d'atomes, les configurations électroniques d'anions ou de cations. Commençons par décrire ce qu'est établir la configuration électronique d'un atome donné. Créer une configuration électronique d'un atome, c'est répartir les électrons de l'atome sur les différents niveaux énergétiques, donc sur les différentes sous-couches, en précisant éventuellement par quel orbital atomique ils sont décrits, et c'est ce qu'on appelle, par abus de langage, remplir les électrons dans les différentes orbitales atomiques. On verra pourquoi par la suite on utilise ce terme « remplir » lorsque sera introduite la notion de case quantique. Attention, en classe de seconde, vous établissiez des configurations électroniques en répartissant les électrons dans les couches énergétiques K, L, M. Mais encore une fois, ce modèle est un modèle insuffisant, qui n'est pas suffisamment fin, et que l'on corrige avec la notion de sous-couche. Donc quand je parle ici de configuration électronique, on va apprendre à dresser une configuration électronique en sous-couche et pas en couche énergétique. Alors un petit rappel de ce qu'on a vu au premier chapitre. Un niveau d'énergie est appelé une sous-couche et il est décrit par le couple des nombres quantiques n et l. Une orbitale atomique, c'est une fonction mathématique solution de l'équation de Schrödinger, permettant de décrire le comportement de l'électron et permettant en particulier d'estimer sa probabilité de présence en un point de l'espace. Et une orbitale atomique est décrite par nombre quantique, par le triplet n, l, m. Lorsqu'on s'intéresse au remplissage des orbitales atomiques par des électrons, on prend en compte un quatrième nombre quantique qui rend compte des propriétés magnétiques de l'électron. En fait, l'électron possède un mouvement de révolution sur lui-même, appelé spin, ça vient de l'anglais, qui est égal à 1,5. La mécanique quantique ne se sert pas directement de ce concept de spin, mais du sens de rotation de ce spin. Et ce sens de rotation est caractérisé par ce qu'on appelle le moment magnétique de spin, qui est noté ms, équivaut plus ou moins 1,5. Et ce ms, eh bien, c'est pour la mécanique quantique, le quatrième nombre quantique, et c'est appelé nombre quantique de spin. Pour répartir les électrons sur les différentes sous-couches, on utilise la règle de stabilité. Les électrons sont répartis de manière à obtenir la configuration de minimum d'énergie. Et ceci implique que les configurations électroniques ne sont établies que pour l'atome dans ce qu'on appelle son état fondamental, qui est l'état d'énergie minimal pour un atome. Cela revient à dire que les électrons sont répartis par ordre croissant d'énergie, en commençant par la sous-couche de plus basse énergie, et l'ordre croissant d'énergie des sous-couches est donné par la règle de Kleshkovsky, règle qu'on verra dans le paragraphe suivant. Alors, dans la suite du cours, on s'intéressera uniquement à des configurations électroniques données dans l'état fondamental. En fait, on peut envisager de donner des configurations électroniques qui ne respectent pas la règle de stabilité. Dans ce cas-là, on est dans des configurations électroniques pour des états excités. Le problème, les états excités, ça veut dire que les électrons atteignent des sous-couches énergétiques d'un niveau supérieur et qu'on a, pour un atome donné, une infinité d'états excités, alors qu'il n'y a qu'un état fondamental. Et ce que l'on va apprendre à décrire, c'est bien l'état fondamental et on sera toujours dans le cadre de la règle de stabilité. L'établissement d'une configuration électronique en suivant la règle de stabilité est régi par la règle de Kleshkovsky, le principe de Pauli et la règle de Hund. On verra en plus que l'on a à notre disposition 3 types de représentations pour une configuration électronique donnée. L'énoncé de la règle de Kleshkovsky.
L'énergie des sous-couches augmente quand la somme n plus L augmente. Et lorsque la somme n plus L est identique pour deux sous-couches, la sous-couche de plus basse énergie est celle pour laquelle n est le plus petit. Alors on va voir diapositive suivante, un moyen mnémotechnique permettant de trouver facilement à partir de cet énoncé l'ordre croissant des sous-couches énergétiques. Mais notons tout de suite que ce qui va nous intéresser, ce n'est pas de donner l'énergie précise des différentes sous-couches, parce qu'en fait cela change pour chaque élément. Mais ce qui va être primordial de savoir faire, c'est classer par ordre d'énergie croissante les différentes sous-couches, l'ordre restant lui le même, quel que soit l'élément considéré. Alors je mets quand même entre parenthèses ici aux inversions près, car on verra qu'à partir d'un certain nombre d'électrons, sous certaines conditions, il se produit des inversions de sous-couches, mais ça sera l'objet du paragraphe limite à la règle de Kleshkovsky. Alors, le moyen mnémotechnique pour la règle de Kleshkovsky. Vous dressez un tableau avec, sur une ligne, les sous-couches ayant même nombre quantique principal n, et sur une colonne, les sous-couches ayant même nombre quantique secondaire L, c'est-à-dire ayant la même lettre dans la nomenclature spécifique des orbitales atomiques que nous avions présentée au premier chapitre. Alors vous retrouvez sur ce tableau le fait qu'il n'existe pas de sous-couche 1P, le fait qu'il n'existe pas de sous-couche 1 et 2D, ni de sous-couche 1, 2, 3F, et ça vient des règles de quantification des nombres quantiques vues au premier chapitre, et du fait que L est nécessairement inférieur à N. Dans ce tableau, les diagonales qui apparaissent ici relient les sous-couches de somme N plus L identiques. Alors, en orientant les diagonales comme c'est fait ici, donc du haut à droite vers le bas à gauche, et en suivant une à une ces diagonales, apparaît l'ordre énergétique des sous-couches énoncé par Kleshkovsky. L'ordre s'affiche ici sur la droite de la diapositive, la sous-couche 1S étant la sous-couche de plus basse énergie. Cet ordre est à savoir retrouver rapidement avec ce tableau mnémotechnique, en sachant que dans les applications, en fonction du nombre d'électrons des atomes que nous considérerons, il sera assez rare, mais pas impossible, que nous utilisions ce moyen mnémotechnique au-delà de la sous-couche 5P. La deuxième règle de remplissage est le principe d'exclusion de Pauli. Alors, le principe d'exclusion de Pauli, il dit que dans le même atome, il ne peut pas y avoir deux électrons dont les 4 nombres quantiques sont identiques. Comme une orbitale atomique donnée est définie par un triplet NLM donné, et comme le moment magnétique de spin ms de l'électron ne peut valoir que plus ou moins 1,5, il n'y a en fait que 2 quadruplets de nombres quantiques pouvant être associés à un électron décrit par une orbitale atomique donnée. La conséquence de cela, c'est qu'une orbitale atomique donnée, avec un triplet NLM donné, ne peut décrire que 2 électrons et nécessairement, ces 2 électrons ont un moment magnétique de spin opposé. Ce principe d'exclusion de Pauli est un principe fondamental et il ne doit jamais être mis en défaut. Il faudra toujours le respecter et en fait une configuration électronique qui ne respecterait pas ce principe d'exclusion est une configuration interdite. Une autre manière d'interpréter le principe d'exclusion de Pauli, manière que l'on va beaucoup utiliser par la suite, dans un atome donné, seuls 2 électrons peuvent avoir l'énergie correspondant à une sous-couche S donnée, puisqu'une sous-couche S ne contient qu'une seule orbitale atomique. Seuls 6 électrons peuvent avoir l'énergie correspondant à une sous-couche P donnée, parce qu'une sous-couche P contient toujours 3 orbitales atomiques dégénérées. Et ainsi de suite, une sous-couche D est toujours formée de 5 orbitales atomiques dégénérées, une sous-couche F est toujours formée de 7 orbitales atomiques dégénérées, et par suite, on a 10 électrons au maximum au niveau énergétique d'une sous-couche D et 14 électrons au maximum au niveau énergétique d'une sous-couche F. Avant d'aller voir la troisième règle de remplissage, celle de Hund, nous allons voir les 3 types de représentation de la configuration électronique, que sont la représentation dans le diagramme énergétique, la représentation en case quantique et l'écriture simplifiée de la configuration électronique. Alors nous allons pour cela nous servir d'un exemple, celui de l'atome de bore, le bore étant l'élément de numéro atomique Z égale 5. Alors vous voyez que j'ai précisé ici dans son état fondamental, j'aurais pu m'en affranchir puisqu'on écrira toujours les configurations électroniques dans l'état fondamental.
Puisqu'on s'intéresse à l'atome de bore et que l'élément bore possède 5 protons, alors donner la configuration électronique de l'atome de bore, c'est répartir les 5 électrons sur les différents niveaux énergétiques. Première des représentations, c'est la représentation dans un diagramme énergétique. On va représenter les électrons par des flèches verticales, soit par une flèche vers le haut si ms égale plus 1,5, soit par une flèche vers le bas si ms égale moins 1,5. La représentation de deux flèches accolées, l'une vers le haut, l'autre vers le bas, va représenter ce qu'on appellera deux électrons appariés, formant un doublet d'électrons ou doublet électronique. Ce sont en fait deux électrons décrits par la même orbitale atomique. Ces électrons ont nécessairement des nombres quantiques de spin ou moments magnétiques de spin opposés pour respecter le principe d'exclusion de Pauli. Alors plutôt que de parler d'électrons de nombres quantiques de spin opposés, on simplifiera en électrons de spin antiparallèle, même si en toute rigueur, deux électrons ont le même spin, ce n'est en fait que le sens de rotation du spin qui change pour deux électrons appariés. Mais j'utiliserai le vocabulaire spin antiparallèle, qui est la même chose en fait que nombre quantique de spin opposés. S'affiche un diagramme énergétique présentant les sous-couches par ordre croissant d'énergie, selon la règle de Kleshkovsky, et à l'intérieur de ces sous-couches, les orbitales atomiques. Chaque trait horizontal caractérise une orbitale atomique. Encore une fois, vous voyez ici qu'il n'y a qu'une orbitale atomique par sous-couche S et 3 orbitales atomiques dégénérées par sous-couche P. Alors considérons l'atome de bore et ses 5 électrons. On va chercher à répartir ces électrons dans le diagramme énergétique en minimisant l'énergie. Donc on commence par placer 2 électrons appariés dans l'orbitale atomique 1s, puis 2 électrons appariés dans l'orbitale atomique 2s. Le dernier électron à placer va se placer dans la sous-couche 2p, dans l'une des 3 orbitales atomiques de P. Alors, je choisis ici de mettre l'électron avec un moment magnétique de spin positif sur l'orbitale atomique de gauche. Mais ceci n'est qu'une représentation possible. On a en fait 6 représentations strictement équivalentes. En effet, sans représenter les sous-couches 1s et 2s qui accueillent deux doublets d'électrons appariés, le 5e électron peut occuper n'importe quelle orbitale atomique de P et peut posséder un moment magnétique de spin positif ou négatif. Les possibilités sont identiques en termes énergétiques. Dernier point sur cette diapositive, pour introduire des notions de vocabulaire, j'ai déjà parlé du terme de doublet d'électrons appariés. Le bore en possède 2. Et possède également un électron non apparié, qu'on appelle électron célibataire. Deuxième représentation possible est appelée représentation en cases quantiques. Les orbitales atomiques sont représentées par des cases appelées cases quantiques, et les cases sont placées de gauche à droite par ordre croissant d'énergie. Les cases sont accolées si les orbitales atomiques sont dégénérées. Alors voici donc comment, dans cette représentation, on figure les orbitales atomiques des différentes sous-couches, jusqu'à la sous-couche 3p, avec, lorsqu'on a des orbitales atomiques dégénérées, des cases qui sont donc accolées. Pour placer les électrons, on utilise, comme dans le remplissage dans le diagramme énergétique, des flèches verticales orientées vers le haut ou vers le bas, en fonction du signe du moment magnétique de spin de l'électron, et éventuellement donc des doublets d'électrons appariés avec des spins antiparallèles. On va en fait remplir les cases quantiques avec des électrons, et ceci est à l'origine du fait qu'un abus de langage est de dire que donner une configuration électronique, c'est remplir les différentes orbitales avec des électrons. En fait, on remplit les cases. Alors revenons au cas de l'atome de bore et ses 5 électrons. On remplit la première case quantique avec 2 électrons appariés, puis la deuxième avec 2 électrons appariés. Le dernier électron se place dans une des orbitales de P, donc dans une des cases quantiques de la sous-couche de P. J'ai choisi ici une case et un sens pour la flèche, mais il y a encore là 5 autres représentations strictement équivalentes en termes d'énergie. La troisième représentation maintenant, c'est l'écriture simplifiée de la configuration électronique. Les sous-couches sont placées de gauche à droite, par ordre croissant d'énergie, le nombre d'électrons peuplant chaque sous-couche étant indiqué en exposant. Alors dans le cas de l'atome de bore, voici comment est écrite la configuration électronique sous sa forme simplifiée. 1s2, 2s2, 2p1. Alors cette écriture simplifiée, c'est de très loin la plus utilisée, et c'est celle que vous manipulerez le plus. On verra pour autant qu'on est obligé de repasser dans une représentation plus détaillée, au choix en diagramme énergétique ou en case quantique,
pour certaines applications, par exemple, pour écrire les représentations de Lewis des atomes. Maintenant faire apparaître la nécessité de la règle de Hund pour compléter les règles de remplissage en travaillant sur la configuration électronique de l'atome de carbone, le carbone étant l'élément de numéro atomique 6. Alors dans le cas de l'atome de bore, on avait 5 électrons. Dans le cas de l'atome de carbone, même nombre de protons et d'électrons, il y en a donc 6 électrons, il y en a un de plus que dans l'atome de bore. On peut imaginer mettre le 6e électron, alors par exemple, dans l'orbital atomique 2p déjà occupé. Et dans ce cas, je place les électrons avec des spins antiparallèles pour respecter le principe d'exclusion de Pauli. Mais on peut imaginer placer le 6e électron dans une autre orbitale 2p, soit avec un moment magnétique de spin négatif, soit avec un moment magnétique de spin positif. Cette dernière représentation n'étant pas en contradiction avec le principe de Pauli, car les deux électrons rouges de la représentation de droite ont même moment magnétique de spin, mais sont dans deux orbitales atomiques différentes. Donc, leur nombre quantique magnétique M n'est pas le même. La règle de Hund dit que pour des orbitales atomiques dégénérées, alors elle ne s'applique qu'à des orbitales atomiques dégénérées, l'état de stabilité maximum est obtenu lorsque les électrons occupent le maximum de ces orbitales atomiques dégénérées, leur nombre magnétique de spin étant de même signe, ce qu'on va signifier en parlant d'électrons à spin parallèles. Dans le cadre de la règle de stabilité, on écrit toujours la configuration électronique correspondant au minimum énergétique, et il est nécessaire pour cela de respecter la règle de Hund. Alors sur les 3 représentations en diagramme énergétique ci-dessus, on voit que c'est la représentation de droite qui respecte la règle de Hund. Elle correspond donc à l'état fondamental. Pour retravailler sur le vocabulaire déjà introduit, on dira que la règle de Hund impose à l'atome de carbone 2 doublés d'électrons appariés et 2 électrons célibataires. Cet état fondamental, il reste un certain nombre de représentations équivalentes. La case quantique vide peut être celle du milieu ou celle de gauche, et pas nécessairement celle de droite, sur ma sous-couche de P, et les nombres quantiques de spin, qui doivent être de même signe, pour respecter la règle de Hund, peuvent être tous les deux égaux à moins 1,5, pas forcément tous les deux égaux à plus 1,5. L'autre représentation qu'on avait dessinée à gauche de la diapositive respecte, elle, la règle de Kleshkovsky, le principe de Pauli, mais pas la règle de Hund. Ce sont donc des états excités. Alors je reviens sur l'utilisation de l'écriture simplifiée de la configuration électronique qui est pour l'atome de carbone 1s2, 2s2, 2p2. Cette représentation ne fait pas apparaître l'état de stabilité maximum selon la règle de Hund. Pour certaines applications, on aura besoin de bien montrer la répartition des électrons dans les orbitales atomiques selon Hund, et il faudra alors nécessairement utiliser la représentation en case quantique ou la représentation dans un diagramme énergétique. Grâce aux règles de remplissage, vous allez être capable d'établir, pour n'importe quel élément, dès lors qu'on vous donne son numéro atomique, la configuration électronique de l'atome dans son état fondamental. Mais il faut signaler tout de même quelques limites et exceptions à ce qu'on vient de voir. On va parler dans ce paragraphe des inversions de sous-couches, notion importante, puis mentionner ensuite brièvement la possibilité de trouver des éléments qui ne suivent pas les règles de remplissage. La possibilité d'inversion de sous-couches va être décrite sur le cas de l'inversion des sous-couches 4s et 3d. D'après la règle de Kleshkovsky, la sous-couche 4s a un niveau d'énergie inférieur aux 5 orbitales atomiques dégénérées de la sous-couche 3d. Alors si on cherche par exemple à écrire la configuration électronique des atomes de potassium, élément de numéro atomique 19, et de calcium, élément de numéro atomique 20, suivant la règle de Kleshkovsky, on obtient donc les configurations qui s'affichent. Il a été montré par des calculs de chimie théorique et également expérimentalement que ces configurations électroniques sont effectivement justes pour le potassium et le calcium. Si les OA 3D sont vides, la règle de Kleshkovsky est vérifiée. Et dès lors qu'on a au moins un électron dans une orbitale atomique 3D, il y a inversion énergétique des sous-couches 4s et 3D. Alors attention, la sous-couche 4s, même si elle est devenue plus énergétique que la sous-couche 3D, elle possède bien ces 2 électrons, même si la sous-couche 3D n'est pas complète. On commence par remplir, comme dans le cas du potassium et du calcium, la sous-couche 4s, et ensuite, si on a encore un électron ou plusieurs à placer, l'électron se place dans une des orbitales 3D, et c'est à ce moment-là que se produit l'inversion des sous-couches. Ainsi, voilà comment s'écrivent les configurations électroniques simplifiées de l'atome de scandium.
élément de numéro atomique 21, et de l'atome de titane, élément de numéro atomique 22. Ce type d'inversion n'a pas seulement lieu pour les sous-couches 4s et 3d, mais pour toutes les sous-couches D et F, suivant dans la règle de Kleshkovsky, une sous-couche de type NS. On assiste donc à une inversion de même type pour les sous-couches 5s et 4d, puis, mais alors ça sera très anecdotique dans l'utilisation qu'on en fera, pour les sous-couches 4s, 4f et 7f, 5f. Détaillons un nouvel exemple avec l'atome de sélénium, le sélénium étant l'élément de numéro atomique 34. Alors, je n'introduirai rien de nouveau dans cette diapositive, il s'agit plus d'un exercice corrigé et commenté pour un élément possédant un nombre relativement important de protons, Z égale 34, et donc on va avoir, puisqu'on s'intéresse à la forme atomique, 34 électrons à placer. Et on va travailler dans les 3 modes de représentation. Dans une représentation dans un diagramme énergétique, avec l'énergie des sous-couches ordonnées selon la règle de Kleshkovsky, comment vont se placer les 34 électrons de cet atome de sélénium? Alors les deux premiers se placent dans la sous-couche de plus basse énergie, donc dans l'orbital atomique 1s, avec des spins nécessairement antiparallèles. Les deux électrons suivants se placent de la même manière dans l'orbital atomique 2s. On arrive alors à la sous-couche 2p, pour laquelle on a 3 orbitales atomiques dégénérées. On commence par placer 3 électrons occupant un maximum d'orbitales avec des spins parallèles. Puis, comme il reste des électrons à placer, eh bien, on en place 3 autres avec des spins antiparallèles. À ce stade, 10 électrons ont été placés. Il en reste donc 24. On place donc 2 électrons dans la sous-couche suivante, la sous-couche 3s. 3 puis 6 électrons dans la sous-couche 3p. Il reste alors 16 électrons à placer. Les 2 électrons suivants se placent dans l'orbital 4s. Il en reste donc 14. Nécessairement, je vais donc avoir au moins un électron dans la sous-couche 3d. Ceci veut dire que l'ordre énergétique 4s 3d ne sera plus respecté. On ne respectera plus la règle de Kleshkovsky en tout cas, mais l'ordre sera inversé. Alors pour des raisons de lisibilité, je ne vais pas faire l'inversion sur ce schéma, mais je le ferai dans les 2 autres représentations, celle en case quantique et dans l'écriture simplifiée. Donc il reste 14 électrons à placer, on place 5 électrons dans les 5 orbitales atomiques 3d avec des spins parallèles, puis comme il reste au moins 5 électrons à placer, les 5 suivants remplissent chaque orbitale atomique 3d, bien sûr avec des spins antiparallèles. 30 électrons ont donc été placés, il n'en reste que 4. 3 premiers sont placés en respectant la règle de Hund, donc de manière à occuper un maximum d'orbitales avec des spins parallèles. Puis le dernier électron vient s'apparier avec un autre dans l'une des 3 orbitales 4p. Alors ce travail effectué, établir la configuration en case quantique ne pose aucun problème, c'est juste le type de représentation qui change. Apparaît l'ordre énergétique croissant des sous-couches selon la règle de Kleshkovsky, avec, vous voyez ici, l'inversion des sous-couches 4s et 3d déjà effectuée, car je sais qu'étant donné le nombre d'électrons à placer, il va falloir faire cette inversion. Alors j'ai détaillé le remplissage dans le diagramme énergétique, je ne détaille pas ici, le principe est strictement le même en case quantique, et donc je donne ici juste la configuration électronique de l'atome de sélénium dans son état fondamental, en écriture simplifiée et dans la représentation en case quantique. La version des sous-couches S et D ou S et F est valable pour tous les éléments, possédant bien entendu suffisamment d'électrons pour qu'au moins un électron puisse atteindre la sous-couche 3D. Et cette limite à la règle de Kleshkovsky est très importante, il faut la connaître et l'appliquer. Je vais vous mentionner maintenant que parmi la grosse centaine d'éléments connus, quelques-uns, en fait une petite dizaine, ne suivent pas exactement les règles de remplissage. Je vais illustrer sur le cas du chrome. Pour autant, les exceptions ne sont en rien exigibles. Et ce que je donne ici est juste à titre informatif. On ne vous demanderait pas de donner la configuration électronique d'un élément qui est une exception aux règles de remplissage. Le chrome, c'est l'élément de numéro atomique 24. Alors voici sa configuration si on suit les règles de remplissage et j'ai effectué ici l'inversion des sous-couches 3D et 4S puisqu'il y a des électrons 3D dans la configuration du chrome. Et cette inversion est à faire, encore une fois, systématiquement dès lors qu'on a au moins un électron 3D. Je vais alléger la notation en utilisant une simplification que l'on utilisera très largement par la suite. On regroupe tous les premiers électrons en disant qu'ils s'agencent selon la configuration électronique d'un gaz noble, ici l'argon de numéro atomique 18, un gaz noble étant un élément dont la configuration électronique se termine par NP6. On ne fait alors plus apparaître que ce qu'on appelle les électrons externes, qui sont les électrons qui s'ajoutent
à la configuration du gaz noble précédent, l'élément considéré. Alors on réexplicitera cette notation au chapitre 3. Alors si le chrome suivait ce qu'on a dit précédemment sur les règles de remplissage, sa configuration externe serait donc en 3d4, 4s2. Les électrons externes du chrome se répartiraient d'après la règle de Hund en un doublé électronique et en 4 électrons célibataires. Or, il se trouve qu'expérimentalement, on constate que le chrome possède 6 électrons célibataires, ce qui ne peut s'expliquer que par une configuration externe en 3d5, 4s1, contraire aux règles de remplissage. Encore une fois, ce genre d'exception, donnée ici juste à titre informatif, n'est pas exigible, mais c'est juste pour que vous sachiez qu'il y a quelques éléments qui ne respectent pas les règles de remplissage. Exception près, vous êtes en mesure à ce stade, en suivant les règles de remplissage et en effectuant en plus l'inversion des sous-couches si nécessaire, vous êtes en mesure donc d'établir pour n'importe quel élément, dès lors qu'on vous donne son numéro atomique, la configuration électronique de l'atome dans son état fondamental. Cette configuration est à la base de la réactivité des éléments. En particulier, à partir de la configuration électronique, on peut différencier les électrons de cœur, qui sont les électrons très liés au noyau et influençant très peu les propriétés chimiques, des électrons de valence, électrons les moins liés au noyau, à l'origine de la réactivité. Alors, les électrons de valence, ce sont ceux dont le nombre quantique principal n est le plus élevé dans la configuration, plus les électrons qui appartiennent à des sous-couches D et F en cours de remplissage. Exemple avec l'élément carbone. Alors l'atome de carbone est de configuration électronique 1s2, 2s2, 2p2. Les électrons de valence sont ceux qui occupent les orbitales avec le n le plus élevé dans cette configuration, c'est-à-dire les orbitales 2s et 2p, qui sont alors appelées les orbitales atomiques de valence. A l'inverse, les électrons 1s sont les électrons de cœur. Alors comme je l'ai déjà mentionné diapositive précédente, les électrons de valence vont être moins liés au noyau que les électrons de cœur et ce sont les électrons de valence qui vont être à l'origine de la réactivité des éléments. En particulier, on verra dans le cours sur la liaison covalente que ce sont ces électrons qui sont impliqués dans la formation de molécules. À partir de ce concept d'électrons de valence, on va introduire la notion de représentation de Lewis d'un atome, qui nous servira également pour la représentation de Lewis des molécules. La représentation de Lewis des atomes ne tient compte que des électrons de valence. Les électrons célibataires sont représentés par des points, les doublés d'électrons appariés sont représentés par des tirés. Et une orbitale atomique de valence vide peut être représentée par un rectangle vide qu'on appellera une lacune électronique. Illustrons ce concept de représentation de Lewis. Gardons l'exemple du carbone dans un premier temps. Pour distinguer électrons célibataires et doublés d'électrons, l'écriture simplifiée de la configuration ne suffit plus. Il faut passer, par exemple, en case quantique. Alors, je redonne ici la configuration complète, respectant la règle de Hund, configuration, que l'on a déjà établie. Pour la représentation de Lewis du carbone dans son état fondamental, les électrons de valence étant donc les électrons 2s et 2p, il vient de l'agencement des électrons dans la case quantique, la représentation suivante, dans laquelle on peut éventuellement faire figurer une lacune électronique correspondant à l'orbitale 2p vide. Alors cette lacune électronique est parfois omise, on considère donc les deux représentations ici qui viennent de s'afficher comme justes. Pour autant, moi, je vous recommande de placer systématiquement les lacunes électroniques. Une petite remarque, il est également possible de donner des représentations de Lewis d'atomes dans un état excité. Je donne ici un exemple pour le carbone, car on se servira de cette représentation dans le chapitre 4, représentation issue d'une configuration électronique avec 4 électrons célibataires, représentation qui ne respecte pas le principe de stabilité, c'est donc le carbone dans un état excité. Alors, autre exemple sur le décompte du nombre d'électrons de valence et la représentation de Lewis, on va s'intéresser à l'élément azote de numéro atomique 7 et l'élément oxygène de numéro atomique 8, en établissant à chaque fois la configuration électronique des atomes d'azote et d'oxygène. Pour l'atome d'azote, l'application des règles de remplissage permet d'établir une configuration électronique en 1s2, 2s2, 2p3, ce que l'on développe à l'aide de la représentation en case quantique en respectant la règle de Hund. Afin de respecter cette règle, on place donc 3 électrons avec des spins parallèles dans chacune des 3 orbitales atomiques de p dégénérées.
Les électrons de valence sont, comme dans le cas du carbone, les électrons 2s et 2p, car ce sont les électrons décrits par les orbitales atomiques de nombre quantique principal n, le plus élevé dans la configuration. L'atome d'azote possède donc 5 électrons de valence, s'agençant en un doublé et en 3 électrons célibataires, ce dont on déduit aisément la représentation de Lewis. Pour l'oxygène, l'atome d'oxygène possède un proton et donc un électron de plus. Sa configuration électronique est 1s2, 2s2, 2p4, et l'électron 2p supplémentaire par rapport à l'azote se plaçant dans une des orbitales 2p, formant, pour respecter le principe de Pauli, un doublet d'électrons à parier. L'atome d'oxygène possède 6 électrons de valence, 2 doublets électroniques et 2 électrons célibataires. Terminons par 2 autres exemples qui permettront entre autres choses d'illustrer dans le décompte des électrons de valence la phrase plus les électrons qui appartiennent à des sous-couches D et F en cours de remplissage. Premier exemple avec l'atome de sélénium, élément de numéro atomique 34 dont on a déjà déterminé la configuration électronique que je rappelle ici. Alors, je rappelle la définition des électrons de valence également. Ce sont ceux dont le nombre quantique principal n est le plus élevé, plus ceux qui appartiennent à des sous-couches D et F en cours de remplissage. Pour le sélénium, on a bien des électrons 3D, mais la sous-couche 3D possède 10 électrons. Elle n'est donc pas en cours de remplissage puisqu'elle est remplie. Seules les sous-couches 4s et 4p sont des sous-couches de valence. L'organisation des électrons de valence est alors identique au cas de l'atome d'oxygène, qu'on a vu diapositive précédente. On en déduit aisément la représentation de Lewis de l'atome de sélénium, identique à celle de l'atome d'oxygène. Alors volontairement, je ne place pas les doublés et les électrons célibataires comme je les avais placés pour l'atome d'oxygène pour vous montrer qu'il n'y a aucune convention à ce sujet. La seule chose importante est de faire apparaître, pour l'oxygène comme pour le sélénium, 2 doublés et 2 électrons célibataires. Intéressons-nous maintenant au cas du chrome, de numéro atomique 24, dont je redonne la configuration électronique. Alors, cette configuration, c'est une exception. Elle n'est donc pas à savoir retrouver, d'accord ? Mais on peut toutefois s'intéresser, si la configuration est donnée, au nombre d'électrons de valence et à la représentation de Lewis du chrome. D'après la définition des électrons de valence, la sous-couche 3D étant en cours de remplissage ici, eh bien elle fait partie de la couche de valence. Les électrons 3D du chrome, au nombre de 5, sont donc des électrons de valence et s'ajoutent à l'électron 4s qui est bien entendu un électron de valence. Le chrome possède donc 6 électrons de valence qui sont tous des électrons célibataires, ce qui justifie la représentation de Lewis du chrome. Alors j'ai présenté le cas du chrome, pour autant on verra au chapitre 4, quand on travaillera sur la représentation de molécules, que la représentation de Lewis des atomes, c'est utile pour schématiser justement ces molécules. Mais la représentation de Lewis d'atomes possédant des sous-couches D ou F en cours de remplissage, ce qu'on identifiera au chapitre 3 comme étant des éléments du bloc D ou F, eh bien c'est un petit peu anecdotique, car justement ces éléments participent très peu à la construction de liaisons covalentes, donc à la construction de molécules. On redéfinira ça au chapitre 4. On va pouvoir appliquer aux ions les règles de remplissage afin de déterminer leur configuration électronique, leur nombre d'électrons de valence et leur représentation de Lewis. Je vous mets en garde dès maintenant et je vous remettrai en garde dans les diapositives suivantes. La configuration électronique ainsi que le nombre d'électrons de valence d'un ion, que ce soit un cation ou un anion, ne doit pas s'obtenir directement. Mais elle s'obtient en ajoutant pour les anions ou en retranchant pour les cations un ou des électrons à la configuration électronique de l'atome. Pour les anions, on ajoute un ou plusieurs électrons à la configuration électronique de l'atome dans son état fondamental, en respectant les règles de Kleczkowski, Pauli et Hund. Illustrons l'élaboration de la configuration électronique d'un anion sur l'exemple de l'ion fluorure F-. Alors, on commence de manière systématique par écrire la configuration de l'atome correspondant. L'élément fluor ayant 9 protons, l'atome de fluor possède 9 électrons. On obtient aisément la configuration électronique de l'atome de fluor, soit sous forme simplifiée, soit en représentation en case quantique, ce qui permet de déterminer que l'atome de fluor possède 7 électrons de valence et que sa représentation de Lewis fait apparaître 3 doublés d'électrons et un électron célibataire. L'ion fluorure possède donc un électron supplémentaire que l'on ajoute dans l'OA2P qui ne possédait qu'un électron pour respecter le principe de stabilité, bien entendu avec un spin antiparallèle.
termes d'électrons de valence, pour un ion, on ne repart pas de la définition, mais on compte les électrons de valence par rapport au cas de l'atome. L'ion fluorure possède 8 électrons de valence, et ces 8 électrons, c'est les 7 électrons de valence de l'atome du fluor, plus l'électron supplémentaire. Ces 8 électrons de valence forment 4 doublés, d'où la représentation de Lewis de l'ion fluorure qui vient d'apparaître ici. Remarquez que sur cette représentation de Lewis, j'ai entouré la charge moins de l'ion fluorure, essayez de faire cela de manière systématique, afin d'éviter de confondre sur vos représentations les charges négatives et les doublés électroniques. Pour les cations, on élimine cette fois un ou plusieurs électrons à la configuration électronique de l'atome dans son état fondamental, en respectant les règles de Klichkovsky, Pauli et Hund. Le ou les électrons arrachés seront, pour respecter le principe de stabilité, le ou les électrons les moins liés au noyau, donc sur la sous-couche la plus haute en énergie, possédant au moins un électron. Premier exemple, avec l'exemple de l'ion sodium Na+. Alors de manière systématique, encore une fois, on commence par écrire la configuration électronique de l'atome. À cette configuration de l'atome de sodium, on va enlever un électron pour déterminer la configuration électronique de l'ion Na+. L'ion sodium est donc de configuration 1s2, 2s2, 2p6. Mais attention, c'est 3s0 pour bien insister. Au niveau des électrons de valence, l'atome de sodium en a un, celui décrit par l'orbital atomique 3s, qui explique d'ailleurs la représentation de Lewis de l'atome de sodium. Et parler de l'ion Na+, c'est considérer qu'on a enlevé cet électron de valence. Et donc, l'ion sodium Na+, n'a en fait aucun électron de valence. Il a beau avoir la même configuration électronique que l'ion fluorure de la diapositive précédente, le nombre d'électrons de valence se compte par rapport à la forme atomique de l'élément considéré. L'ion sodium a donc 0 électron de valence, il est donc représenté sans électrons et éventuellement avec une case quantique pour signifier que son unique orbital atomique de valence, l'orbital atomique 3s, est vide. Alors cet exemple, c'est un premier exemple qui vous montre la nécessité de ne pas écrire pour un ion directement sa configuration électrique en fonction du nombre d'électrons total qu'il possède, mais d'écrire au préalable la configuration de l'atome, puis d'en déduire celle de l'ion, et pareil pour le décompte des électrons de valence, on part du nombre d'électrons de valence de l'atome pour en déduire le nombre d'électrons de valence de l'ion. Et points à voir sur la configuration électronique des ions dans leur état fondamental, avec l'influence des inversions de sous-couches sur la configuration d'ions. On va illustrer le propos sur le cas du fer et de ses ions Fe2+, et Fe3+. Le fer est l'élément de numéro atomique 26. Voici sa configuration électronique simplifiée. Ça suit la règle de remplissage tout en effectuant l'inversion des sous-couches 4s 3d puisque le fer possède au moins un électron D. J'ajoute ici en rouge une notation simplifiée ne prenant en compte que les électrons externes, notation que j'ai déjà évoquée, que nous expliciterons au chapitre 3. Cette inversion des sous-couches 4s et 3d va influer sur les configurations électroniques des ions Fe2+, et Fe3+. Du fait de l'inversion, les électrons 4s sont, pour l'atome de fer, les électrons les plus faciles à arracher, car ce sont les électrons les plus énergétiques, les moins liés au noyau. Et si une sous-couche 4s se remplit avant une sous-couche 3d, il apparaît que la sous-couche 4s se vide également avant la sous-couche 3d. La configuration électronique externe de Fe2+, va donc être en 3d6. Puis j'ai stipulé ici 4s0, on n'est pas obligé de le mettre, c'est juste pour bien insister sur le fait que ce sont les deux électrons S qui sont arrachés lorsque l'atome de fer s'ionise en Fe2+. Pour Fe3+, il suffit alors d'enlever un électron à Fe2+, nécessairement un électron D. La configuration externe de Fe3+, est alors en 3d5. À partir de ces exemples, je veux insister une nouvelle fois sur le fait que pour écrire la configuration électronique d'un ion, il faut toujours écrire la configuration électrique de l'atome, puis en déduire la configuration de l'ion considéré. Si par exemple vous essayez d'établir directement pour Fe3+, une configuration en vous disant que le fer 26 protons, donc Fe3+, possède 26 moins 3 électrons, donc 23 électrons. La configuration finale, si vous l'écrivez directement avec 23 électrons, ce sera du 3D3 4S2. Et ce sera fausse. Il faut partir de la configuration du fer et à cette configuration, enlever 3 électrons. Alors pour conclure sur cette diapositive, on peut appliquer un raisonnement exactement identique
pour les composer avec des électrons dans leur sous-couche 4D, 4F ou 5F, puisqu'on observe le même type d'inversion. On remplit et on vide d'abord la sous-couche 5S, 6S ou 7S. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce chapitre ? Tout est important dans ce chapitre. Mais plus que les définitions en elles-mêmes, plus que les énoncés stricts, c'est l'application des règles qu'il faut maîtriser. N'apprenez par exemple pas par cœur l'énoncé de la règle de Kleshkovsky telle quelle, mais sachez retrouver l'ordre des sous-couches énergétiques grâce aux moyens mnémotechniques. L'objectif, c'est pas de savoir par cœur, l'objectif c'est de savoir faire. Sachez, pour des atomes ou des ions, donner la configuration électronique, décompter les électrons de valence, écrire les représentations de Lewis.